Bonjour Raphaël. Je pense que vous connaissez bien le principe, hein. Vous pouvez, donc nous allons passer un moment ensemble et durant ce moment, vous aurez la possibilité bien sûr, d'interagir. Bonjour Maxence, c'est ce qui fait aussi, le charme de l'exercice. Donc vous avez le chat, donc on verra au niveau des questions, si vous avez des questions au fur et à mesure, voilà, j'ai mis le chat, donc on pourra les traiter, aussi. Ou alors des questions qui sont légèrement déliées en fait de la présentation. Je pense qu'on les traitera un petit peu à la fin, puisqu'on va avoir allez 40-45 minutes de présentation et puis on va garder 10 bonnes minutes d'échange. Donc n'hésitez pas à noter vos questions, à noter les points, les feedbacks. Voilà, hein, l'exercice est intéressant. Nous ne sommes pas 350, donc on a vraiment le temps de pouvoir échanger. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions de côté, à les poser justement dans le chat si cela vous va. Et comme ça, je pourrai au fur et à mesure soit y répondre, soit on les gardera pour la fin. Voilà, 14h04. Bon, donc il va y avoir au fur et à mesure des gens qui vont arriver, mais donc nous allons débuter pour maintenir le planning et le timing de la journée. Je sais que la journée est chargée. Donc ravi de vous avoir avec moi. On va parler aujourd'hui du mix digital, on va parler de l'open web, on va parler des plateformes, donc un planning relativement riche, vous allez le voir. Pour me présenter tout d'abord, donc Alban Pelletier, j'ai une double casquette. Je suis le CEO, cofondateur en fait d'Envoice, une NetTech. Donc on accompagne les annonceurs et les agences en fait à opérer sur l'open web. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis j'ai le plaisir d'avoir une autre casquette qui est la vice-présidence en fait du CPA. Le CPA étant un collectif des acteurs du marketing digital performant. Donc c'est ce qui me permet d'avoir une vision très opérationnelle de ce que je vois avec Envoice, avec nos clients, et en même temps une vision marché. Donc vous verrez, voilà, on ira sur le deux niveaux, des choses très très macro, très précises, et puis des choses un peu plus macro au fur et à mesure. Voilà, voilà, ça commence à se remplir. Bienvenue à tous. Encore une fois, ravi d'être avec vous. Deux, trois mots sur Envoice. Comme je disais, donc on accompagne les marques et les agences à opérer sur l'open web. On va traiter justement des opportunités liées à l'open web aujourd'hui. C'est souvent un canal qui est assez peu utilisé, on le verra, alors qu'il est majeur. On utilise pour ça beaucoup de technologies. J'essaierai d'être très transparent sur la façon dont on opère aujourd'hui. Nous ne sommes pas du tout une agence ou un training desk. On a vraiment en fait développé une intelligence, une solution pour pouvoir opérer sur ce levier-là. Je vous décrirai ça dans quelques minutes. Nous sommes une vingtaine d'experts et du marketing et de l'IA. Donc on est très algorithme chez nous, voilà, et depuis le début. On va intervenir sur différents secteurs, que ce soit le retail, le travel, la banque, les assos, etc. Et en même temps en France et à l'international au niveau européen, puisqu'aujourd'hui en fait on opère dans une huitaine de pays. Le point aujourd'hui, donc nous allons traiter effectivement, on va faire un point du marché, voilà où sont situés justement les investissements en 2025. Donc ça pourra aussi vous donner des billes sur la façon dont vos collègues en fait opèrent aujourd'hui sur le marketing digital. On évoquera le challenge, les challenges liés en fait à l'utilisation massive des plateformes fermées. Donc ça ne sera pas une grande nouvelle pour vous. La majorité des investissements sont sur les plateformes fermées. On verra effectivement ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de plus complexe. On traitera l'open web, justement, ce levier qui est souvent sous-exploité et qui est pourtant majeur dans les décisions d'achat. On vous parlera justement de l'hybridation de la donnée, cookieless. Vous verrez, on fera un focus sur cette partie-là. C'est une partie donc importante. Et puis on terminera ensemble avec une question-réponse. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure dans le chat. Et puis j'y répondrai soit au fil de l'eau, soit en fin de parcours en fonction du lien direct avec les slides. Euh, donc la publicité digitale, hein, ça c'est vraiment une vision très macro. Aujourd'hui, c'est comme s'il y avait deux continents. Un continent qu'on appelle les wall gardens, les plateformes fermées, donc c'est Google, c'est Facebook, c'est TikTok, c'est Amazon, etc. Des plateformes effectivement sur lesquelles on peut investir massivement en publicité digitale, mais qui ne permettent pas une exploitation pleine et entière en fait de leurs données. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle en fait l'open garden ou l'open web,
c'est la possibilité, justement, d'avoir l'accès, en fait, à des plateformes publicitaires plus ouvertes, avec qui effectivement on peut mettre en place des choses différentes. Et au niveau du consommateur, il y a les plateformes fermées qui demandent en fait une connexion, d'où le terme fermé, et puis les plateformes ouvertes où la connexion au service, n'est pas indispensable, et d'où également, le nom. Donc voilà, le marketing, digital, la pub digitale, c'est vraiment effectivement, une séparation entre ces 2 univers qui sont, très différents. Lorsqu'on regarde les études, ça c'est une étude en fait du FRI qui est sortie, cet été sur la façon dont les investissements en matière de publicité digitale, sont, réalisés. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de voir, si ce que vous faites correspond à ce que fait le marché ou si c'est différent. Les 2 tiers des investissements digitaux, les 2 tiers de vos investissements digitaux sont réalisés sur le search et le social. Voilà, un tiers chacun. On a une montée en puissance assez forte du social, on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a de plus en plus de plateformes. Et en même temps, le search devient très protéiforme. Donc c'est aussi pour ça que le search classique descend ou baisse en fait en part de marché versus le social. Parce qu'effectivement, voilà, on l'évoquera, et je pense que vous êtes en plein dedans, il n'y a pas un search, mais il y a plusieurs search. L'open web ou le display, tel qu'on peut le nommer, c'est à peu près 15% aujourd'hui des investissements. Donc c'est à la fois beaucoup et en même temps, on voit bien que c'est un levier qui est encore aujourd'hui moins utilisé que le social et le search. Alors, ensuite, où est-ce qu'on investit? Les annonceurs, donc c'est assez facile. 80% des investissements 80% des investissements vont sur les plateformes US et chinoises. On a 20% des investissements qui sont sur des acteurs européens et les plateformes, les sites web français représentent 16% des investissements. Donc sur les 20% européens, il y a 16% de Français et donc 4% d'Européens hors France. Donc on voit bien effectivement que les investissements aujourd'hui, derrière ce drapeau, ce beau drapeau blanc-rouge, effectivement, sont majoritairement sur des plateformes US et chinoises. Et spécifiquement sur 3 acteurs que vous connaissez bien, Amazon aujourd'hui capte 9% des investissements, Meta c'est 20% des investissements digitaux et Google c'est 40% en fait des investissements. Donc avec ces 3 plateformes-là aujourd'hui, il y a 70% des investissements au global des annonceurs qui sont effectués sur ces 3 plateformes. Ça, c'est sur la partie en fait investissement. Comment aujourd'hui se décomposent les investissements en matière de publicité digitale des annonceurs. Et ça, c'est ce qu'il y a au niveau de l'usage. Donc, c'est une cartographie que l'on a réalisée sur la base des chiffres médiamétrie sur le temps passé sur chaque grand continent, sur chaque grand usage. Voilà. Aujourd'hui, le premier continent en termes d'usage, ce sont les réseaux sociaux. C'est 38% du temps passé. C'est-à-dire que les internautes français passent 38% de leur temps sur Facebook, Insta, LinkedIn. Voilà, vous connaissez tous ces petits logos-là. Donc effectivement, aujourd'hui, la majorité, pas la majorité, mais le plus grand secteur sur lequel on va avoir en fait donc du temps passé sur Internet, ce sont les réseaux sociaux. Et ça, c'est généralement une surprise, c'est que juste derrière, on a ce qu'on appelle l'open web, donc les fameuses plateformes françaises, les sites médias, les sites marchands, les sites communautaires, etc. J'imagine que vous reconnaissez bien tous ces logos-là. C'est 35%. Donc c'est quasiment autant que les réseaux sociaux sur l'ensemble en fait des internautes français. Donc on va forcément avoir au niveau des plus jeunes une surpondération en fait des réseaux sociaux, mais ça veut dire effectivement que sur des SSP+, sur les quinquas, sur les seniors, etc., on va avoir au contraire un open web qui va être beaucoup plus puissant que les réseaux sociaux. Ensuite, on a 14% du temps passé donc sur les plateformes dites de service, donc c'est Booking, c'est Amazon, c'est Gmail, etc. 11% sur tout ce qui va être audio, vidéo, Netflix, YouTube, Spotify, etc. Et le search, donc on va retrouver Google et puis Bing, c'est 2%. C'est pas complètement étonnant puisqu'effectivement, on a souvent aujourd'hui la possibilité de démarrer en fait une recherche
à travers Google, mais on poursuit justement sur les résultats et les résultats sont principalement sur justement l'open web. Donc en gros, Google, c'est une petite porte d'entrée en temps passé, c'est une grosse porte d'entrée au niveau des budgets, hein, comme on le voyait tout à l'heure, c'est quasiment 40% en fait de tous les investissements si on comprend les autres thématiques de YouTube, de Google, donc YouTube et puis Gmail, etc. Mais effectivement, il y a une surpondération en fait des budgets sur le search par rapport au temps passé spécifiquement sur le search. Donc l'open web, c'est souvent, comme on l'évoquait tout à l'heure, sous-estimé, alors qu'en fait en temps passé, c'est le deuxième vraiment gros levier après les réseaux sociaux. Investissement du coup versus usage, voilà en 2 chiffres. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure, 40% du temps passé, ça l'est sur Meta, Google et Amazon et on a quasiment 70% des investissements. Donc vous voyez bien effectivement qu'il y a un fort déséquilibre entre ces 3 plateformes en termes d'usage et ces 3 plateformes en termes en fait, d'investissement. Alors ce déséquilibre-là, il a des incidences, on va voir maintenant, mais effectivement, cette première partie, c'était pour poser justement aujourd'hui la difficulté de trouver l'équilibre au niveau des investissements budgétaires. Et c'est vrai que tous les chiffres montrent bien ce décalage entre les usages et entre les investissements. Et les conséquences de ce surinvestissement sur les plateformes dites fermées, c'est d'une part, en fait, il y a un encombrement, puisqu'en fait, on va retrouver tous les acteurs du même secteur au même moment. Là, c'est l'exemple que je prenais sur les associations. Les associations, c'est souvent 80% des budgets qui sont mis sur Google et puis sur Meta, souvent au même moment, donc sur novembre et décembre de fin d'année, ce qui veut dire que d'un seul coup, il y a vraiment en fait une surabondance en fait de budget, alors que la population des donateurs potentiels, elle, n'est pas extensible. Et donc là, on a vraiment en fait un embouteillage complet des campagnes de ce secteur-là sur 2 plateformes, sur 2 mois. Et si on prend le retail, c'est la même chose au niveau du Black Friday. Donc, si on prend en fait chacun des secteurs, on va s'apercevoir qu'il y a vraiment un embouteillage des investissements sur les plateformes et généralement au même moment. Ça, c'est la première incidence. Et donc derrière, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? C'est l'augmentation des prix. Où on a une offre qui est toujours la même, mais une demande en fait qui est très forte. Donc on va avoir des hausses des CPC, des hausses de CPM. Hein. Je vous mettais les hausses de CPC sur Google. C'est 12% en 2023, c'est 10% en 2024. Voilà, on verra en fin d'année ce que cela donne en fait pour 2025. Mais on a des hausses en fait assez fortes des CPC et généralement qui ne suivent pas la hausse de vos marges. Donc ça veut dire que cette hausse de CPC, elle va bien sûr taper directement dans votre marge. Et la deuxième incidence, c'est la sursollicitation des internautes qui vont être matraqués donc par les mêmes annonceurs du même secteur. Et donc effectivement, on va avoir en fait une usure publicitaire et donc in fine des prix plus élevés, moins de performance et donc en fait un ROI qui va descendre. Le deuxième challenge lié aux plateformes, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le search tel qu'on le connaissait n'existe plus. Voilà, il y a encore quelques années, on faisait du search, on faisait du Google. Aujourd'hui, en fait, on doit évoquer les search, puisqu'effectivement, Google est toujours archi leader en termes d'usage sur le search classique, le moteur de recherche classique. Mais lorsqu'on va chercher en fait un produit, on va principalement utiliser Amazon. Lorsqu'on va analyser en fait des possibilités pour une sortie ou pour un voyage, on va rapidement en fait le faire sur TikTok ou sur Insta ou autre. Spécifiquement sur le voyage, vous avez du Booking et vous avez l'arrivée en fait des searches génératives, donc comme ChatGPT ou Perplexity, qui apportent encore une possibilité de search. Donc le search tel qu'on le connaissait il y a encore quelques années a complètement disparu et aujourd'hui en fait il faudra intervenir sur les search, sur les différentes plateformes pour pouvoir couvrir en fait l'ensemble des solutions proposant une réponse. L'autre challenge, c'est justement la révolution en fait du generative, puisque l'on va avoir sur les nouvelles expériences en fait de search, non plus une liste
de liens, de sites pour les résultats, mais on va avoir en fait une synthèse. Donc j'imagine que vous êtes tous dû voir passer en fait ces différents graphes sur LinkedIn sur les dernières semaines. Il y a un vrai décalage. Les requêtes en fait qui vont elles en fait être relativement maintenues, et par contre le nombre de clics générés en fait par requête, puisque vous avez la réponse en fait dans la synthèse du haut, donc vous n'avez plus la possibilité ou plus l'envie ou le besoin en fait d'aller cliquer sur les liens, et là il commence en fait à avoir un vrai décalage à la fois au niveau du SEO et au niveau du SIA, entre les clics que l'on avait avant l'intégration en fait de ces nouvelles formules de search générative et l'actuel Google qu'on peut avoir. En France, on n'a pas encore cette partie-là, il faut le garder en tête. Ça l'est dans plus de 150 pays du monde, ça a été déployé. C'est le AI mode ou overview, voilà, vous avez dû en entendre parler. Et ce que l'on voit sur les marchés sur lesquels en fait Google a lancé en fait cette solution-là, c'est qu'on a un vrai décalage donc entre les requêtes et le nombre de clics, et donc les audiences en fait qui vont diminuer provenant du search. Donc il y a un vrai challenge sur cette partie-là. Sur le social, voilà, c'est un usage qui est massif comme on le voyait tout à l'heure, qui est assez souvent en fait considéré comme à la distraction, au fun. Donc, ce qui veut dire qu'il génère également une attention en fait qui est relativement faible. C'est 2 secondes en fait justement par poste. Donc, vous voyez, c'est juste le temps d'arriver et de repartir. Et tout ça dans un environnement qui est pas forcément simple en termes de brand safety, avec des affaires. J'en ai pris deux. Et il y en a, voilà, vous devez voir les articles en fait toutes les semaines sur les marques qui ont été piratées et en même temps ceux qui investissent en fait sur cette plateforme-là. Donc on voit qu'il y a un décalage entre l'usage et la brand safety sur la plupart de ces canaux. L'autre point lié aux plateformes, c'est la diversité, la multiplication en fait des plateformes. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Faire du search avant, c'était sur Google. Faire du social avant, c'était sur Meta. Et là, vous avez le retail média, la CTV, le social. Vous avez non pas l'ensemble des plateformes, les principales plateformes qui sont disponibles. Et donc, quand vous pouvez le voir, sur le social, on a plus d'une dizaine en fait de réseaux, avec Reddit par exemple qui fonctionne très bien, ou Twitch dans une vision aussi plus de live. Donc en fait, on voit bien qu'en fonction des audiences, on va avoir des réseaux sociaux qui ne sont pas les mêmes. Et c'est encore plus vrai sur la partie CTV, où la CTV, là, vous allez pouvoir afficher en fait vos campagnes sur toutes les différentes en fait plateformes, ce qu'on appelle les VOD, donc en gros les plateformes en fait basées sur la publicité comme YouTube, BVOD, donc en gros les plateformes des broadcasters, donc en gros TF1, M6, Canal, France Télévisions, etc. Et ensuite le SVOD, c'est tous les nouveaux services que l'on voit avec Netflix, avec Disney, etc., qui proposent des abonnements payants, mais aussi une formule avec publicité. Et tout l'enjeu en fait pour une marque, c'est de savoir où se retrouver dans toutes ces plateformes, parce que sur le retail média avant, c'est pareil, on avait qu'Amazon, et maintenant vous devez le savoir, toutes les grandes surfaces, tous les grands groupes en fait de grandes surfaces ont lancé en fait leur propre plateforme de retail média. Donc là où on était avant principalement sur les wall gardens parce que c'était simple, on retrouve en fait une profusion d'offres également, comme on l'a sur l'open web. Et donc tout l'enjeu est de savoir où je dois justement annoncer en tant que marque. Et plus les investissements sont sur les plateformes, plus vous perdez le contrôle, bien évidemment en fait du trading, de la façon dont c'est diffusé, puisqu'aujourd'hui c'est ce que j'appelle la délégation clairement en fait du trading. Google ou Meta vont prendre les investissements, vont optimiser les investissements, mais sans que vous ayez en fait la réelle capacité de savoir exactement ce qui est fait. Est-ce que c'est du retargeting? Est-ce que c'est uniquement sur des sites français? Voilà, on a toujours plein d'exemples qui montrent que il y a un manque de transparence en fait assez important sur la façon dont ces plateformes investissent vos budgets.
Et le dernier point, ça c'est quelque chose qui est apparu là, sur les dernières semaines, c'est que ces grandes plateformes sur lesquelles on a encore une fois de l'usage, soit en search, soit en retail, etc., sont en train de devenir aussi vos propres concurrents, puisque Amazon a lancé des tests pour pouvoir acheter sans aller directement sur le site en fait marchand. Donc, ce qui veut dire que ce sont les données Amazon et c'est Amazon qui va acheter directement une paire de chaussures, par exemple, sur Nike, directement sur le site de Nike, alors qu'en fait, la personne est toujours sur Amazon et ne s'est pas rendue en fait sur le site de Nike, mais que ce produit n'est pas disponible, bien sûr, sur Amazon. Donc Amazon devient en fait un agent d'achat qui va acheter directement chez vous. La même chose en fait sur ChatGPT, vous allez pouvoir faire une requête et ChatGPT va vous proposer en fait d'acheter cette fameuse paire de baskets et va utiliser en fait les données de l'utilisateur, sa carte bleue, son nom, son email, etc., pour faire directement l'achat. Le corollaire de ça, c'est que vous perdez en fait la relation direct avec le consommateur. Vous avez ces plateformes qui viennent acheter, vous n'avez plus les coordonnées et vous perdez en fait le lien directement avec les consommateurs. Et donc c'est ce que j'appelle en fait la transformation des marchands en dark kitchen. Vous avez donc dans des entrepôts des cuisines en fait qui vont produire des burgers ou des kebabs, etc. Tout un tas en fait de produits. Et c'est Uber Eats qui à la fin va vraiment en fait gérer la relation client. Et le risque, en fait, avec cette transformation, cette délégation de l'achat, c'est que ces plateformes-là deviennent en plus vos propres concurrents. Donc, ce que l'on voit avec tout ça, c'est que c'est compliqué de faire confiance en fait à ces plateformes. D'une part, comme on le voyait tout à l'heure, d'autre part parce que on va avoir en fait du coup une capacité limitée en fait à vraiment optimiser sur toutes ces plateformes parce qu'il y a un manque de contrôle, parce qu'il y a un manque de transparence et au total en fait il y a une dépendance qui se crée avec des acteurs qui sont là aussi à la fin pour remplacer les marchands, pour remplacer les fournisseurs en fait de services. Donc c'est assez direct ce que je dis là, mais nous c'est vraiment ce qu'on constate en fait tous les jours, c'est ce que l'on regarde en fait aussi sur l'évolution du marché et c'est vrai que cette notion en fait d'open web, elle est intéressante non seulement parce qu'il y a l'usage, mais aussi sur votre capacité à garder le contrôle en fait de vos investissements. Et donc, c'est ce qu'on va en fait évoquer maintenant. Donc, pour rappel, c'est 35% du temps passé. Pour rappel, ce sont tous les sites en fait médias, les sites éditoriaux, les sites de news, les sites communautaires. Donc, derrière les sites communautaires, on va entendre les sites de type Allociné sur le ciné ou jeux vidéo sur les jeux vidéo ou dans la cuisine, etc. Et les sites marchands, de plus en plus, les grandes plateformes, en fait, les grands sites marchands que l'on connaît tous vont intégrer directement sur leur site aussi la possibilité en fait de faire des annonces et donc ça permettra d'avoir en fait aussi un nouveau vivier de sites comme on peut le faire en fait sur Amazon donc en search mais aussi bientôt en programmatique. Ce qui est intéressant aussi avec l'open web, c'est que non seulement c'est important en termes de temps passé, comme on le voit tout à l'heure, hein, le deuxième pilier quasiment au même niveau que les réseaux sociaux, mais c'est le levier en fait des projets. C'est-à-dire que lorsque vous avez des grands projets, vous achetez une maison, vous achetez une voiture, vous faites un grand voyage sur plusieurs mois en Asie, ou sur les petits projets, vous préparez un cinéma où vous allez en fait dans un resto, où vous faites en fait une recette de cuisine, on se retrouve toujours sur l'open web. Voilà. Donc c'est pas forcément la seule partie de la décision d'achat, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quand vous regardez tous ces sites-là, je pense que vous devez constater vous-même que vous vous retrouvez toujours en fait sur l'un de ces sites pour capter en fait une information. Parce que l'open web, c'est le levier des projets. C'est là où on va trouver du contenu et c'est ce contenu-là qui va justement permettre d'avoir une réflexion et puis d'avoir une incidence, une influence sur la décision d'achat, comme on peut le voir en fait sur ces chiffres. C'est sur l'open web que l'on a des comparateurs entre les écoles, c'est sur l'open web que l'on va avoir des blogs de voyage, c'est sur l'open web qu'on va voir les fiches techniques en fait des voitures, etc., etc. Donc c'est ce contenu-là qui va permettre en fait de créer vraiment la décision d'achat. Et donc c'est pour ça qu'une majorité en fait des internautes sont influencés justement par les contenus qui sont présents sur l'open web, comme on peut le voir en fait sur ces différents chiffres.
Et donc, la question qu'on me pose souvent, c'est: «OK, c'est bien, mais ça, c'est pour les vieux». Non, c'est pas pour les vieux aujourd'hui. Effectivement, on va dire que les seniors, ont, plus d'usage de l'open web clairement que tous les autres, en fait, plateformes, hein, comme on le voyait, tout à l'heure. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai fait un focus, une analyse spécifique sur les 18-24 ans. Qu'est-ce qu'ils font, en fait, sur l'open web? Est-ce qu'ils consomment, l'open web? Donc j'ai regardé, en fait, les chiffres, médiamétrie de cette année, et on a aujourd'hui, en fait, 5,3 millions de 18-24 ans qui sont donc internautes. On a 100% de ces internautes qui se sont rendus au moins une fois sur l'un des sites que j'évoque maintenant. Donc on a 100% des jeunes qui se rendent chaque mois sur l'open web. Et la question derrière, c'est qu'est-ce qu'ils y font? Ils vont d'abord se divertir, voilà, c'est pas une grande surprise. On va les retrouver en fait justement sur les plateformes musicales, sur les plateformes de vidéos, etc. comme TF1, Dailymotion, etc. Ils vont faire leurs achats, forcément, donc leurs achats en première main ou en seconde main. Donc là, on va retrouver justement Le Bon Coin, eBay, Vinted, Rakuten, etc. Ils vont s'informer, donc on va les retrouver sur tous les sites médias que vous connaissez bien évidemment. Ils vont vivre leur passion, que ce soit de la cuisine, le sport, le cinéma, etc. Il y a toujours en fait plusieurs sites thématiques spécifiques en fait à un sujet. Ils vont s'informer bien sûr sur leur vie d'étudiants. Là, on va retrouver le maximum d'informations sur les écoles, sur les diplômes, etc. Ils vont s'informer sur leur lieu de vie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des expositions? Est-ce qu'il y a des animations dans ma ville avec la presse locale? Et bien sûr, ils vont préparer en fait leur déplacement, leur voyage avec la météo, les itinéraires, etc., etc. Et donc aujourd'hui, en fait, quand vous regardez, vous avez 99% des jeunes qui vont sur des sites de divertissement, 78% des jeunes qui vont sur des sites d'achat, etc., etc., etc. Et donc on voit effectivement que l'open web est aujourd'hui en fait utilisé de manière massive sur cette cible qui, pour autant, on a toujours l'impression donc de l'avoir sur les réseaux sociaux. D'un point de vue annonceur, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une richesse en fait de la data. Donc il y a bien sûr le cookie tiers qui permet en fait de suivre des comportements d'internautes, mais il y a aussi d'autres technologies qu'on appelle des approches en fait cookieless, des alternatives aux cookies. On le verra tout à l'heure, le cookie tiers effectivement est plutôt en fort déclin. Et il y a toute une possibilité, toute une série d'alternatives dites cookieless, sans cookies, qui permettent de capter de l'information, les identifiants, le contextuel, le sémantique, les curatifs d'audience, les topics, les protected d'audience, etc. Ce ne sont pas forcément des solutions techniques que vous connaissez, mais ce sont différentes solutions qui permettent de mieux comprendre qui est l'internaute, là où il se trouve, qu'est-ce qu'il est en train de faire et quels sont en fait ses besoins. Et donc tout l'enjeu, ça va être d'exploiter l'ensemble de ces données-là pour pouvoir créer justement des profils les plus complets. Et on en parlera tout à l'heure avec la notion d'hybridation. Je vous ai mis le détail, donc ça reste un petit peu technique, donc on va pas forcément rester très longtemps sur cette slide-là, mais ça vous permet de voir justement dans les trois grandes familles, les data user-centriques, les data navigateurs et les data content-centriques, qu'est-ce qu'on retrouve comme alternative cookieless? Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà, quel type de données en fait on peut retrouver avec un exemple concret. Et en même temps, je vous ai mis en fait le pourcentage. Voilà, c'est le nombre d'internautes que l'on va pouvoir capter en fait avec cette information-là. Et comme on le voit, aucune de ces solutions n'a 100% des internautes avec cette donnée. Donc tout l'enjeu, ça va être de mutualiser, d'agréger justement ces différentes solutions pour avoir par contre là un maximum en fait d'informations, et on y reviendra juste après. À la base de cet usage, à la base de cette information, et c'est ça l'intérêt en fait justement de l'open web, c'est que c'est non seulement du contenu qui peut être généré par l'utilisateur, donc ce qu'on va retrouver justement sur les avis consommateurs, les forums, etc. Mais c'est souvent en fait du contenu produit par des experts, qui soient journalistes ou experts techniques, et c'est ce contenu-là qui va servir justement de base à la décision en fait d'achat. Et c'est vrai que la particularité de plus en plus, notamment avec l'IA générative, qui a besoin de contenu aussi pour s'entraîner, on voit que le contenu d'expert a une importance en fait véritable pour à la fois la décision d'achat, mais aussi
dans la captation d'informations, puisque lorsqu'on sait qu'une personne est en train de rechercher, par exemple, le classement d'une école de commerce, et ben voilà, ça donne une indication qui est très forte sur ce que l'on peut proposer en fait à cette personne en termes d'annonce. Et donc, c'est vrai que la particularité de l'open web, c'est cette qualité en fait de contenu. Il y a 2 challenges sur l'open web tout de même, c'est le cookie tiers et l'adressabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours l'impression que le cookie tiers, c'est une histoire un peu ancienne, un peu vague, parce que Google en fait a décidé de supprimer l'annulation du cookie tiers. Mais en fait, aujourd'hui, il y a quasiment plus de cookie tiers. Il y a à peu près 30% des internautes qui ont un cookie tiers. Et pourquoi? Parce qu'ils vont soit sur des navigateurs type Firefox ou Safari qui n'ont plus en fait de cookies tiers, soit ils ne donnent pas leur consentement, la fameux RGPD hein, qui permet en fait de ne pas donner le consentement et donc derrière de ne pas avoir tracking de la personne, soit ils utilisent en fait des adblocks. Et donc quand on enlève l'ensemble de ces dispositifs, en fait, il y a à peu près 30% des internautes qui ont un cookie. Donc, en gros, si vous n'êtes que sur des campagnes basées sur le cookie tiers, en fait, vous ne touchez que 30% des internautes. Donc, ce qui est véritablement en fait un problème aujourd'hui, parce que vous allez sur-solliciter ce fameux 30% et vous allez sous-adresser ou non adresser en fait les gens qui sont à côté, les 70%. Et donc ceux-là en fait ils vont avoir moins de publicité, ils vont avoir moins de tracking, alors qu'en fait ils font autant de choses. Et en fait, on le verra tout à l'heure, nous on fait pas mal de campagnes à la fois sur des univers cookie tiers et sur des univers cookieless. Et en fait, les opportunités sur la partie cookieless sont énormes parce qu'effectivement, il y a moins de compétition au niveau des annonceurs, il y a un appétit qui est aussi fort et moins de sollicitations au niveau des internautes. Donc en fait, on a des performances qui sont ultra intéressantes. Et l'autre challenge, c'est de profiter de tout ça. Ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, vous avez des centaines, des milliers de sites. Vous avez des sites généralistes, vous avez des sites qui sont thématiques. Vous avez une multitude de formats, que ce soit de l'habillage, de la vidéo, du native ad. Voilà, ce sont des formats qui sont complètement différents les uns des autres. Et vous avez l'ensemble en fait de ces données. Et c'est vrai que la particularité, c'est aussi une des raisons pour lesquelles sur l'open web, on a aussi moins d'investissement, c'est que c'est un univers qui est très riche à tous les niveaux, riche de data. Riche d'intentions d'achat, riche d'usage, riche de possibilités, mais c'est aussi un environnement qui est plus complexe et donc, c'est souvent la raison pour laquelle les équipes qui sont déjà très chargées, les équipes marketing sont déjà, des annonceurs sont déjà très chargés, vos équipes, bah forcément, utilisent moins ce levier que une ou deux plateformes, comme on a pu l'évoquer en fait tout à l'heure. Il y a toujours cette tentation de faire au plus simple. Donc, on a deux univers, un univers en fait des plateformes fermées voilà, qui offrent de la puissance, mais comme on l'a vu tout à l'heure, un certain nombre de biais, un certain nombre de challenges sur la transparence, sur la fragmentation, sur l'évolution, etc. Et vous avez un open web qui est très riche, comme on le vient de voir tout à l'heure, qui est vraiment en fait un élément très important de l'usage, des décisions d'achat, mais qui est complexe en fait à appréhender. Et donc la question, c'est comment on peut exploiter de manière simple, comme on le fait sur les réseaux sociaux avec Meta ou Google sur le search, comment on peut faire de manière simple des campagnes en fait sur cet open web là sans rentrer en fait dans le détail technique que j'ai pu évoquer juste à l'instant. Et ça c'est notre job, c'est le job en fait d'Envoice d'accompagner les annonceurs et les agences à exploiter toute cette richesse, que ce soit sur les data, sur les strates, sur les formats, sur les emplacements, sur les domaines, pour faire en sorte d'avoir des campagnes qui soient à la fois simples et en même temps efficaces. Et ce sera toujours les deux mots importants, l'efficacité et la simplicité. Et pour arriver à ça, on a développé en fait une technologie qui est assez complexe. Donc, on va peut-être pas forcément rentrer dans chaque détail, mais c'est pour vous montrer comment on fonctionne. On a une plateforme, ce qu'on appelle en fait une plateforme d'achat, un DSP, basé sur justement l'hybridation des données, cookies et cookieless, qui permet de gérer l'ensemble des possibilités en fait de l'open web. On va tout d'abord collecter de l'information, ce qu'on appelle une collecte hybride, donc tant des informations liées aux cookies tiers que des différentes alternatives que j'évoquais tout à l'heure, des alternatives cookieless. On va scorer
les internautes qui vont se rendre chez vous pour essayer de voir qui sont les internautes intéressants et qui sont ceux qui le sont moins. On va faire la même chose sur les emplacements publicitaires. On va déterminer en fait quels sont les emplacements qui génèrent de la performance et quels sont les emplacements à éviter. On va créer une campagne avec une ou plusieurs stratégies, donc soit du haut de tunnel, soit du bas de tunnel, avec voilà des formats qui peuvent être de la vidéo, de l'habillage, de la bannière, du nativa, etc., sur tel ou tel device. Et ensuite, on va à travers en fait une IA trader, c'est-à-dire en fait donc acheter les emplacements qui sont les meilleurs. On va ensuite donc cibler les personnes qui sont les plus intéressants, la notion de scoring que l'on a vu avant, avec les formats qui sont les plus percutants de manière très simple. Et ça, on va se connecter à tous les sites web. Tous les sites web en fait de l'open web, là les milliers, les dizaines de milliers de sites web que j'ai pu évoquer tout à l'heure, on va se connecter en fait à eux pour trouver justement les meilleurs emplacements et les meilleures conditions d'achat. Et on va simplifier tout ça à travers une interface de reporting qui va permettre de voir quelles sont les performances de la campagne, où est-ce qu'elle a été, diffusée, tel type de format, etc., etc. Et toute cette plateforme-là, elle est motorisée en fait par de l'IA. Il y a différents types en fait d'approches de l'IA, hein. Il y a les approches dites de machine learning. Il y a tout ce qui est agentique, donc ce sont les fameux agents dont on parle maintenant. Et c'est vrai que de plus en plus en fait on les intègre dans notre plateforme. Et puis il y a une troisième famille en fait d'IA qu'on appelle le reinforcement learning. Donc en gros c'est vraiment de l'apprentissage. Voilà. Et on va utiliser en fait toutes ces différentes technologies là pour faire en sorte qu'une campagne soit très simple. Donc ça, comme vous voyez, c'est une solution qui est technique, qui est très aboutie, qui est assez unique en fait en Europe. Mais par contre, derrière, en fait, l'idée, c'est d'avoir des campagnes simples et des campagnes efficaces, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc la façon dont ça se passe, on pose un traceur sur le site des annonceurs, sur votre site. Ça va nous permettre en fait de comprendre qui sont les internautes, qu'est-ce qu'ils font chez vous, qu'est-ce qu'ils font en fait à l'extérieur, toujours avec le consentement bien entendu. Et on va chercher en fait des profils jumeaux aux personnes les plus intéressantes. Donc lorsqu'on va identifier des gens qui ont une opportunité, une capacité en fait plus grande de transformation. Voilà, remplir un questionnaire, acheter une voiture, acheter une fringue, réserver un voyage, etc. On va étudier donc ces internautes-là et on va chercher des profils jumeaux pour diffuser en fait vos campagnes. Donc ça va permettre en fait de faire davantage de prospection et agrandir le bassin d'audience et de manière très simple, puisqu'encore une fois, c'est toute cette technologie-là est au service en fait des campagnes et va uniquement donc chercher des gens qui vont avoir un intérêt pour votre marque, pour vos produits ou si vous êtes une association pour votre cause. L'hybridation, c'est quoi? C'est l'utilisation, comme j'évoquais tout à l'heure, en fait, des différentes technologies alternatives, dites cookieless, parce qu'en fait, ce que l'on a au niveau des profils des internautes, c'est qu'on va avoir des gens avec des cookies, on va avoir des gens qui n'ont plus de cookies, on va avoir des gens par contre qui vont avoir des données liées à un identifiant, et donc l'utilisation de toutes ces solutions-là, ça va nous permettre deux choses: d'étendre le volume d'internautes sur lequel on a de l'information, donc d'avoir non plus que 30% des gens touchés, mais 50, 60, 70% des internautes français. Et en même temps, on aura plus d'informations par internaute qui va nous permettre effectivement d'avoir un meilleur ciblage et donc, in fine, en fait, avoir de meilleures performances. Et donc, cette notion d'adressabilité que j'évoquais tout à l'heure, qui est un vrai enjeu sur l'open web, c'est une façon justement de remonter de manière assez fantastique en fait le taux d'adressabilité, donc les fameux 30%. Aujourd'hui, on a des campagnes où on est capable en fait d'aller chercher 40, 50, 60, plus de 70% en fait des internautes parce qu'on va exploiter justement ces données cookies et ces données cookieless. On peut intervenir en haut de tunnel, en milieu de tunnel ou en bas de tunnel. Le haut de tunnel, on va plutôt traiter de la noto, du top of mind. Donc ça, on va retrouver plutôt des formats type vidéo ou audio. Le cœur, c'est vraiment là, cette partie prospection, aller chercher des nouveaux utilisateurs pour générer de la vente ou générer, par exemple, du lead. Et puis, on a aussi la capacité de faire du reciblage et de faire de la fidélisation, donc des gens qui ont déjà transformé. L'intérêt, c'est que, encore une fois, comme on va capter les internautes qui ont le plus de possibilités, le plus d'intérêt en fait pour vos produits, pour vos marques, on va pouvoir leur raconter une histoire et scénariser la prise de parole. Commencer avec de la vidéo,
ensuite enchaîner avec des bannières plus produits, potentiellement terminer avec du native ads, avec une promotion. Et donc ça va permettre effectivement de maximiser la transformation du haut vers le bas et en même temps d'avoir une vraie cohérence entre les différents formats pour pouvoir raconter en fait une histoire à l'internaute, une histoire qui soit cohérente. Parce qu'effectivement, demander à quelqu'un de transformer alors qu'il ne connaît pas la marque, lorsqu'il ne connaît pas en fait les valeurs de l'annonceur ou les forcément c'est plus compliqué. Donc cette scénarisation permet justement d'amener des personnes qui sont faiblement sensibilisées au départ, à les amener en fait directement en bas de tunnel à travers un storytelling qui est mis en place. Donc les avantages, en fait, ils sont multiples, hein. C'est la simplicité que j'évoquais tout à l'heure. On peut gérer les différents formats, donc les différentes technologies, les différents leviers, etc., etc. La performance, encore une fois, hein, on va rechercher en fait soit un ROI, soit un CPL. Même si on est au tunnel, on va chercher en fait un coût à la complétion de la vidéo à 100% très élevé. Aujourd'hui, on est sur des coûts à la vidéo complétée inférieurs à 1 centime d'euros. Donc, ça veut dire qu'en fait, le message, il a vraiment été vu et la vidéo non skippable, bien évidemment. C'est de la puissance, puisqu'on est connecté en fait à tous les univers. Et c'est de la transparence et de la responsabilité. Transparence, parce qu'on va vous dire exactement ce que l'on fait, où on est, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, etc. Et responsabilité, parce qu'encore une fois, on va avoir une gestion des données personnelles qui va être la plus efficace et la plus fine possible. Quelques cas, j'avance. Un premier cas en fait avec la SNSM, donc c'est un cas d'association. Donc on travaille avec plus d'une quinzaine en fait d'associations tout au long de l'année et pas simplement qu'en fin d'année, parce qu'on s'aperçoit effectivement que quand on évoque la cause bien avant la période de rush de fin d'année, bah, ça fonctionne mieux. Donc c'est typiquement ce qu'on fait avec la SNSM. On va avoir des campagnes vidéo tout au long de l'année et puis des campagnes plus performance en fait en fin d'année, ce qui permet de générer sur ces campagnes de perf des ROI très importants qui sont supérieurs en fait à 4. Un autre exemple avec Fortuneo, donc la banque que vous devez connaître. On a fait une battle entre des campagnes en fait cookies tiers simples et des campagnes hybrides comme j'évoquais tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement globalement les campagnes étaient bien inférieures en fait aux objectifs, moins 42% versus l'objectif qui était donné sur la campagne, mais que les campagnes hybrides, elles, étaient 71% plus performantes que les campagnes dites aux cookies tiers. Donc le CPL était vraiment inférieur en version hybride, ce qui nous a permis effectivement d'aller chercher des performances qui sont parmi les top leviers en fait chez eux. Voilà, et c'est un test qui a débouché sur une collaboration en fait vraiment au quotidien, puisque maintenant ça fait voilà plus d'1 an qu'on travaille avec eux tous les mois sur cet objectif d'aller chercher des nouveaux clients. Un autre exemple avec Accor, ce que j'évoque tout à l'heure avec Fortuneo sur cette notion cookie versus hybride, on l'a également réalisé en fait avec le groupe Accor, donc en Allemagne, donc ce qui est encore un cas plus complexe. Et en fait, c'est la même chose, hein, on avait 71% tout à l'heure d'amélioration pour Fortuneo, on a 65% d'amélioration en fait sur Accor. Donc on voit bien que plus on a de données, plus on peut toucher de personnes, plus on peut filtrer, meilleur le ciblage en fait est, et in fine, meilleure la performance est également avec le cas d'accord que l'on peut voir ici. Et même chose sur un autre cas, le cas d'Amar, donc dans le retail, hein, qui est une marque euh, quasi digital maintenant en partant d'assez loin. Ils ont fait un énorme travail de digitalisation en fait de l'expérience client et ça passe notamment par l'intégration en fait de solutions de ce type-là où là c'est la même chose, hein. On a des campagnes qui tournent en fil rouge avec eux, avec des ROI qui sont au-delà des 6%, notamment en fin d'année lorsque forcément il y a les achats en fait de produits techniques qui sont les plus importants, mais ce sont des campagnes qui font 4-5 de ROI en fait toute l'année, même sur des périodes plus creuses, et qui vont chercher les 6 ou les 7 en fin d'année grâce à cette hybridation des données. Voilà, on a à peu près tenu le timing. Je vais vous laisser poser quelques questions si vous en avez dans le chat. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il y a une richesse infinie du digital.
il n'a jamais été aussi riche, quelles que soient les plateformes, quelles que soient les données, mais il n'a jamais été aussi complexe. Donc derrière, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler, collaborer avec des partenaires qui vont permettre déjà de mieux comprendre en fait les usages, de mieux comprendre les performances, donc qui vont être transparents, mais en même temps qui vont non seulement générer de l'efficacité sur vos campagnes et en même temps de la simplicité. Et là, je fais une petite brique de temps que vous puissiez écrire vos questions dans le chat. Cette plateforme programmatique que j'évoquais tout à l'heure, qui est aujourd'hui essentiellement donc utilisée pour l'open web, c'est une plateforme que l'on va ouvrir à tous les leviers pour pouvoir en fait justement avoir un pilotage plus simple de tous les leviers et ne plus être dépendant que de 3 plateformes et de pouvoir en tester en fait des dizaines. Donc c'est un projet sur lequel on travaille, c'est un très très gros projet qui va utiliser beaucoup d'IA, beaucoup d'agents comme je l'évoquais en fait tout à l'heure. Voilà, sachez que c'est un sujet sur lequel on travaille aussi pour vous redonner en fait la possibilité de piloter au mieux vos campagnes. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas, ça sera voilà, on va l'annoncer dans quelques semaines, mais je préférais effectivement vous le préciser ici, si jamais il y avait des velléités de tester cette solution-là en avant-première. Voilà tout ce que je peux vous dire justement sur l'engagement sur l'open web, comment aller chercher justement ces internautes qui vont se transformer en clients chez vous, quelle que soit votre activité. J'espère que cela a pu vous aider dans un contexte de préparation des budgets 2026. Il y a souvent beaucoup de questions qui se posent. Et en parlant de questions, d'ailleurs, est-ce que vous en avez? Peut-être que voilà, si jamais vous n'osez pas l'écrire, levez la main et peut-être voilà, vous pouvez la poser directement puisque nous ne sommes pas trop, donc en gros, ça laisse la possibilité en fait d'avoir des échanges par oral. Est-ce qu'il y a des points, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne? Non, ça semble clair a priori. J'essaie de voir, pas de retour. Parfait. Beh, écoutez, donc cette présentation, vous la recevrez, juste après, le webinaire, hein. Les équipes de The Pestouly, Dimitri et Bilal, vous l'enverront. J'ai été ravi, en fait, d'échanger avec vous sur ce sujet qui est un sujet, passionnant, qui est pas forcément un sujet simple, mais qui est un sujet, passionnant. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez mon email, donc vous pouvez me renvoyer, en fait, un email, juste après. Au plaisir d'échanger avec vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Je sais qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Donc voilà, je vous souhaite cette bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci de vos encouragements. À bientôt.